suis finie femme de ménage chez ses parents pendant 1 an. Et t'imagines, aujourd'hui, je me retrouve ici. Je m'appelle Hanan Geyer et je suis la CEO de la société Vimercio, qui a développé une solution, la première solution qui permet d'automatiser la création de vidéos à 360 degrés ou de vidéos stables. Ça veut dire la prise de vue, le montage selon des scénarios et le partage de ces vidéos sur les réseaux sociaux en générant en même temps un texte en plusieurs langues. Donc en 2012, j'avais créé un boîtier, une sorte de studio miniature et c'était un photographe qui prenait le studio, qui se déplaçait chez les personnes pour faire des vidéos, mais ça ne marchait pas très bien, c'était pas assez scalable, il y avait toujours une intervention humaine et cette intervention, elle avait un coût, c'était compliqué. J'y avais investi beaucoup d'énergie, j'avais investi de l'argent personnel, j'avais investi beaucoup de choses, mais c'était pas allé très loin. Et une fois qu'il a échoué, je l'ai confondu avec un échec personnel. Alors il m'a fallu vraiment changer de cap. J'ai quitté le sud-ouest et je suis venue à Strasbourg pour finir des études. Il m'a fallu quand même trouver un travail pour vivre. J'ai trouvé un travail dans une entreprise du CAC 40. Ce qui devait être un travail pour manger et pour alimentaire, s'est retrouvé être le moment crucial dans ma vie, un vrai point de départ pour ce que je suis aujourd'hui en fait professionnellement, parce que j'atterris dans cette entreprise, on découvre que j'ai d'autres skills. Donc à ce moment-là, on m'a posé la question si je me sentais capable de travailler sur le système WinCC de Siemens. Au bout de 2 semaines, j'ai donné un résultat et ça a été incroyable. Et ça a été le démarrage d'autres choses. J'ai appris l'automatisme avec ces personnes, avec ces ingénieurs. J'étais dans leur bureau. À partir de là, c'est réveillé en moi cette envie de travailler dans la technologie. Et donc, le Viabot est un résultat. On sortait du Covid et j'étais en pleine réflexion sur mon parcours. L'entrepreneuriat me manquait beaucoup. Et en réfléchissant à comment je pouvais l'améliorer et en ayant aussi acquis d'autres compétences au fil des années, et c'est là que le travail autour de ce Viabot m'a emmené sur une autre sphère. C'est vraiment celle de l'automatisme, celle de l'IA, celle de la technologie. Et une petite discussion à la maison m'a amené à sortir ce projet, à voir si il pouvait attirer l'intérêt d'un incubateur, parce que c'est ce qui me manquait en fait à l'époque. Et là, je me disais, plus jamais la même erreur. Effectivement, j'envoie le projet et 3 jours plus tard, j'étais incubée, quoi. Et là, je me suis dit, ok. Donc, on a créé le produit, le premier prototype. Une fois que j'ai fait mes preuves avec ce premier prototype, là, j'ai eu le droit d'intégrer un incubateur un peu, on va dire, plus reconnu, un incubateur d'excellence, comme on les appelle. Et donc, on en est arrivé aujourd'hui à créer cet outil-là, un système tout en un, automatisé, qui donne une autonomie à 100% à l'utilisateur. En 2012, je n'avais pas la maturité émotionnelle. J'étais très sensible à ce que les autres pouvaient penser de mon projet. Je me mettais des freins, j'étais sensible à mes lacunes en termes d'études, d'absence d'absence de diplôme. Ça m'a fait perdre confiance en moi et j'ai pas poussé le projet plus loin. Je pense qu'il y a aussi les compétences techniques. J'ai pas eu la chance d'avoir un cofondateur, donc j'étais seule. C'était pas facile, donc il a fallu vraiment travailler au maximum le moindre skill que j'avais. Je me disais, ok, là j'ai 20% de maîtrise de ce skill-là, mais moi j'ai besoin d'atteindre les 80 à 90%. Qu'est-ce que je fais? Je vais me former, parce que j'ai 20%. Ça veut dire qu'il y a une base, qu'il y a un intérêt pour cette compétence. Donc on va aller la travailler, on va la rendre encore plus forte. Je sais que pour une start-up, quand on a des cofondateurs qui se partagent un peu ces compétences-là et qui chacun rajoute un peu ce qui manque chez l'autre, donc on se complète, là, je pense que c'est la meilleure recette pour une start-up qui réussira d'une manière ou d'une autre. La réussite n'est pas forcément de lever des fonds ou quoi. Est-ce qu'on va atteindre les 2 millions ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an? On ne le sait pas. Ce qui est un gage de réussite, c'est de vendre. C'est donc de toucher un vrai client qui est capable, qui a décidé de mettre de l'argent, de mettre quelque chose contre ton produit. C'est vraiment de matcher avec le marché qu'on vise, ou qu'on visait même pas, ça peut arriver. Mais est-ce qu'il y a un marché qui va comprendre ce qu'on a fait et on a un client devant nous qui a les yeux grands ouverts devant notre produit, qui nous dit « Oh, waouh, ça vraiment, ça me sauve la vie ».
Donc là, on dit on a réussi quelque chose. En fait, le Viabot s'est créé son propre marché sur un besoin qu'aujourd'hui l'artisan ne savait pas avoir. L'artisan ne savait pas qu'il aurait besoin d'avoir un vidéo menu, qu'il aurait besoin de partager sur les réseaux son plat du jour. Il veut envoyer sa vidéo sur les réseaux, mais il ne sait pas bien faire avec son téléphone ou avec TikTok. Donc il va lui falloir un petit outil pour faire ça bien, comme il faut. Et c'est ce marché qu'on a visé à la base. Pas celui de remplacer une agence qui viendra mettre en avant la personne, son parcours, les lieux, faire des choses beaucoup plus poussées. Je le dis souvent, c'est qu'on n'a pas inventé l'eau chaude, on a juste trouvé un moyen de ramener l'eau chaude au village. Créer un nouveau process qui n'existait pas avant, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le moyen de le faire. Je pense que la pérennité d'une start-up, elle réside dans ses valeurs. Les valeurs, mais il faut que ces valeurs ne deviennent pas de l'endoctrinement. Ce n'est pas quelque chose qui n'accepte aucune modification, aucune évolution. C'est pas du tout là où je veux en venir. Mais les valeurs peuvent être revues à chaque fois, revalidées, ne pas rester sur une idée figée de ce que nous sommes et ce que notre entreprise est. Elle va évoluer en fonction de notre évolution, de l'évolution de notre équipe, de nos équipes même, et l'évolution du marché et des clients. Et donc ça, il faut vraiment qu'on garde la porte ouverte à ça. Parce qu'une start-up, il ne faut pas l'oublier, ça a une durée de vie très limitée souvent. Donc il faut survivre. Pour survivre, il faut savoir grandir et sortir de cette posture de start-up qui se permettra tout. On ne se permet pas tout. On ne se permet pas d'avoir une confiance absolue en ce que nous sommes. Il faut qu'on se laisse la possibilité de se remettre en question et se dire, il faut que j'évolue comme toute entreprise. Comment je survis? Comment va survivre mon produit, quoi. On ferait peut-être bien de laisser une petite place à la co-construction avec nos clients, nos prospects, notre marché. On fait le travail, on crée notre produit ou notre service. Il faut qu'on laisse un petit 20% à la fin, là, une petite part, ce petit facteur X qui va être vraiment qui va être apporté uniquement en co-construisant avec notre marché. Et il faut aussi être ouvert à ça et prêt à avoir les nerfs solides parce que ça touche à l'ego, ça touche à notre petit bébé. Notre process, c'est ça, c'est 20 minutes par mois que nous proposons à nos clients et pendant ces 20 minutes, on leur donne et par contre, on récupère aussi de l'information qui nous permet d'évoluer. Ben là, pour moi, c'est de l'or. C'est de l'or, il faut le prendre, l'exploiter et... Il y a beaucoup de startups qui pensent que rejoindre un organisme, ça veut dire que l'organisme va travailler à leur place. Ils se disent, ok, je suis avec cet incubateur, je suis avec un accélérateur, mais en fait, il ne m'apporte rien. Je ne fais rien. Mais en fait, non, c'est pas du tout à ça que ça sert. En fait, on croit qu'un incubateur, un accélérateur va faire le travail à notre place, c'est bon, on va trouver des clients, c'est bon, tout est bon. Non, elles sont là uniquement pour nous accompagner, pour répondre à des questions, comme un psychologue. C'est à nous de faire le travail, le 100% du travail. Ils ne peuvent pas tout faire à ma place, ils peuvent même rien faire à ma place. Mais par contre, ils sont là quand j'ai besoin de parler à quelqu'un. Mon conseiller, il est là. Il m'appelle, on se donne rendez-vous demain. Il va me faire penser à quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé. Comment on lève des fonds? Alors nous, aujourd'hui, je ne vais pas dire nous. Pour la première fois, je vais dire je. J'ai pris la décision aujourd'hui d'aller vers une levée de fonds parce qu'on est arrivé à un moment, Vimercio est arrivé à un moment où on a validé notre intérêt sur le marché. Je suis une femme, on sait que 3% des levées, c'est des femmes. Je ne sais pas si ma levée va bien aboutir, mais on a le mérite d'avoir quand même atteint un niveau qui est très intéressant, qui montre que la porte est ouverte. Ça va demander un travail monstre, ça va demander une transparence. Ne surtout pas croire qu'on va aller vers une levée en cachant des choses. Il faut être très transparent sur tous les éléments de son entreprise, ses faiblesses. C'est une bonne manière de voir les choses que de se demander quel est l'investisseur idéal pour nous. Parce que souvent, on pense que l'argent a plus de pouvoir que les valeurs elles-mêmes. Ce qui me bloquera aujourd'hui, c'est d'avoir un investisseur qui me donnera des fonds, mais qui ne partagera pas nos valeurs, dans le sens où Vimercio ne sera pas son intérêt numéro un.
avoir une sorte de cheval de Troie, par exemple. On peut avoir des investisseurs qui entrent dans l'entreprise, mais leur intérêt est tout autre. Peut-être vont-ils utiliser notre entreprise pour la leur? Vont-ils peut-être juste vouloir prendre le maximum de connaissances d'une start-up et pouvoir développer quelque chose chez eux en interne? Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc lever des fonds sans avoir un accélérateur, la BPI par exemple, des organismes comme ça, pour moi c'est une grosse erreur. Un cabinet légal, un comptable. Donc voilà, ça nous aide un peu à réfléchir sur la personne idéale, une personne qui va presque se positionner comme un cofondateur, dans le sens où, pour elle, la réussite de Vimercio, c'est sa propre réussite en fait. Peut-être que je suis très ambitieuse, mais un groupe peut-être, qui va développer plus de produits, de services à destination des TPE et des PME. Le Viabot, on le voit évoluer, déjà maintenant, on le voit très bien prendre une pente différente. Dans le sens, aujourd'hui, nous avons démarré avec le Viabot tel quel, mais demain, rien ne nous empêche de changer une partie du Viabot, une part du Viabot, et d'intégrer une autre, beaucoup plus évoluée. On a aussi un service annexe qui a été développé, c'est un SaaS, donc c'est un logiciel, qui permettrait aujourd'hui aux chefs d'avoir leur vidéo menu. Avant, c'était trop dur, presque impossible sans le Viabot. Donc on est sur ce produit-là qui est annexe et qui pour nous il ira beaucoup plus loin parce qu'il y a déjà de l'intérêt pour, et on est en train de finaliser son développement. On est persuadé qu'il sera sur le marché déjà à partir du mois d'août. Moi je vois l'avenir de l'industrie en France dans la 3D. Parce que je suis une fervente utilisatrice de ces technologies. Je pense que cette technologie ne pourra répondre aux besoins d'éco-conception que quand elle va devenir plus globale, donc utilisée par le plus grand nombre. On voit bien combien coûterait un Viabot fabriqué à l'unité et combien il coûterait fabriqué en 1000 exemplaires. Donc je pense qu'il y a un grand intérêt à utiliser la 3D, l'impression, que ce soit du FDM, du SLS, du gel. Il y a plein de techniques, de technologies actuellement qui vont pouvoir répondre à un besoin actuel de réindustrialisation en France. Il est temps de vraiment de sortir un peu de ces technologies un peu dinosaures et se dire ok, laissons-nous le temps de tester autre chose. Avec des budgets beaucoup plus contenus, beaucoup plus serrés, on peut faire quelque chose de très intéressant juste avec des technologies innovantes qu'il faut juste tester. Je pense que l'IA aujourd'hui reproduit tellement de choses, on en est bluffé, c'est évident. Par contre, il y a quelque chose que je peux dire, c'est que l'IA, elle ne peut pas prendre un plat, prendre une image et nous dire ce qu'il y a exactement dedans quand le plat est processé. Quand il y a quelque chose qui a été tellement travaillé avec tellement de savoir-faire que même on ne sait même pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on est en train de manger, comment l'IA va-t-elle vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans le plat? Il y a des techniques. Il y a des choses que nous, on utilise chez Vimercio pour contourner tout ça. Pour continuer à l'utiliser chez Vimercio, mais tout en ne lui laissant pas trop d'espace. Ce n'est pas l'IA qui fait Vimercio ou le Viabot, absolument pas. Comme un homme entrepreneur. On est une femme entrepreneuse comme un homme entrepreneur. On se donne plus de droit aux émotions, je trouve. D'après ma propre expérience, les femmes entrepreneurs autour de moi, donc on a un petit écosystème propre à nous, heureusement, on en a besoin. Mais la femme entrepreneur souffre de discrimination quand elle travaille dans le domaine de la technologie, du hardware, de l'industrie. C'est réel. Je n'y croyais pas avant d'y être confrontée moi-même. Il y a des personnes qui sont restées dans leur vision. Cette vision, elle vient de très loin et elle va être aussi calquée sur le travail, sur comment ils vont être avec cette femme au bureau, comment ils la voient. On va juste rentrer dans un seul détail, c'est qu'au travail, on n'a pas de sexe. C'est comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Travail, il n'y a pas de sexe, on est tous pareils. Voilà. Et la technologie, on ne peut pas l'appréhender. L'industrie, on ne peut pas non plus l'appréhender en ayant des jugements sur les personnes devant nous. Je ne gère pas. Je ne gère pas dans le sens où je me laisse souvent emporter par ce qui se passe. Je priorise beaucoup. On est une petite famille assez sensible à toutes ces choses. On est très émotifs, on aime bien être ensemble. Alors c'est compliqué quand je dois me déplacer.
Au départ, c'était un peu plus dur. Aujourd'hui, c'est plus simple. Je priorise. Je dis juste à mon fils, je vais partir. Telle période, je ne serai pas là. Je te laisse avec papa, vous faites vos secrets, vous faites vos bêtises. Je ne suis pas là pour vous gronder. Et quand je reviendrai, par contre, ça sera ce sera à moi de t'endormir et de faire des surprises avec toi. Et je pense beaucoup à lui. Dans le sens, quand je prends une décision, l'éco-responsabilité, mes réflexions, mes valeurs, c'est aussi parce que j'ai un enfant. Ça a beaucoup joué sur moi, sur ma personne. Ça m'a aidé dans ma maturité et dans ma façon à gérer l'entreprise. Ça, c'est dur. Aujourd'hui, je me retrouve ici, à avoir fait ma boîte, à trouver l'amour, à avoir un enfant. Je me dis qu'il aurait cru, alors que je me disais, je me donnais pas les bonnes rencontres. C'est un truc de malade. Les bonnes rencontres, c'est hyper important. La vie est faite de rencontres. J'avais écrit à l'époque, la vie, c'est la somme de toutes les vies qu'on a choisies, qu'on a rencontrées, qu'on a vécues. Et c'est toujours pareil pour moi aujourd'hui. On a tellement d'expériences, on a des ups et des downs. À chaque fois qu'on est en haut, on revit quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'on est tombé, on meurt une fois. Et c'est ainsi de suite. Et pour profiter des bonnes rencontres, on doit avoir de la gratitude et être toujours dans le bon mood. Si on n'a pas cette gratitude-là, on n'est pas dans le bon mood, même si on rencontre des gens magnifiques sur notre route, on ne le verra pas. C'est pour ça qu'on se réveille le matin, on a de la gratitude d'être debout, de ne pas être malade. Et ça va... Rien que ça, je vous garantis que ça va nous aider à faire les bonnes rencontres et à croire à un futur meilleur. C'était super. Merci.